Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on vous emmène sur les pontons de Lorient-la-Basse pour un Café de la Marine spécialement dédié au défi Azimut Lorient Agglomération. Au programme, des runs de vitesse, une grande course offshore et un tour de l'île de Groix. Ce sont les ingrédients qui font toute la réussite de cette épreuve devenue le rendez-vous annuel et incontournable de la classe IMOCA. Et cette année, pour la 12e édition, pas moins de 28 skippers sont engagés. C'est une cuvée exceptionnelle. Une édition record qui fait aussi la part belle aux skippers engagés à la fois sur le Vendée Globe et sur The Ocean Race, une course autour du monde en équipage qui partira d'Alicante en janvier 2023. Galop d'essai, cohésion d'équipage ou confirmation d'un début de saison réussi, chacun s'aventure sur cette épreuve avec son lot d'ambition. Et pour bien comprendre les enjeux de ce défi, on va tout de suite retrouver les acteurs qui vont animer cette semaine de compétition en rade de Lorient. Et on va commencer par la grande attraction de cette rentrée, Virginie, à savoir les foilers mis à l'eau cet été. C'est parti. Parmi ces bateaux, ces nouveaux foilers qui seront très regardés sur le défi Azimut, il y a Malidia Sea Explorer de Boris Herrmann. C'est un marin éclectique, le premier Allemand à avoir bouclé un Vendée Globe. Il avait fait une superbe remontée de l'Atlantique, deuxième à l'approche de la ligne d'arrivée avant de heurter un chalutier. Il termine finalement cinquième, ce qui lui a permis de repartir avec un nouveau foiler conçu spécialement pour ce Vendée Globe 2024. Bonjour Boris. Bonjour. On peut monter à bord de ce bateau conçu avec VPLP. Venez à bord. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir à bord. Alors, il y a un programme très dense qui s'annonce. La route du Rhum dans 2 mois, The Ocean Race, course autour du monde en équipage avec escale en 2023 et puis ensuite ce fameux Vendée Globe 2024. Et la nouveauté sur ce défi, c'est que vous pouvez disputer la course offshore de 48 heures, soit en solitaire, soit en équipage. Et ça, c'est le choix que tu as fait en vue de The Ocean Race. Mais il y a quand même une route du Rhum en solo. Donc, pourquoi ce choix? Explique-nous. Donc c'est vrai, il y a 2 challenges, équipage solo, mais je ne vois pas de contradiction, plutôt l'inverse. Pour moi, d'apprendre le bateau, parce que c'est un bateau neuf, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le bateau, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, des bateaux qui sont plus fiabilisés. Charlie Dalin, Thomas Rouillon, ils connaissent parfaitement leur bateau. Pour eux, c'est vraiment là la mise au point de leur fonctionnement en solo pour la route du Rhum. Moi, je suis loin de ça. Moi, je dois apprendre le bateau. Je n'ai jamais fait plus que 30 nœuds aujourd'hui avec le bateau. Donc, on va découvrir le bateau et ça, c'est beaucoup plus facile en équipage. Donc, on va être 4 fois plus efficace, 4 personnes à pousser le bateau en permanence pour découvrir comment on peut régler la bête pour qu'elle marchera au moins aussi vite que les autres. Et alors par contre, il va y avoir quand même ce challenge après de te retrouver en solo sur une route du Rhum. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est facile de retrouver des repères parce que c'est pas du tout le même rythme, la même dynamique. Moi, j'ai fait du solo, donc je ne suis pas inquiet sur le fait d'être seul sur un bateau, gérer moi-même et entre moi et le bateau. Ça va être plutôt le point faible aujourd'hui, c'est la connaissance du bateau et la jeunesse du bateau. En bateau jeune, on n'a pas encore les références en tête, il manque des marques, des petits réglages et voilà, c'est ça le focus. Donc pour moi, c'est plus efficace de travailler avec un groupe pour ces choses-là et je pense que ça serait la même chose s'il n'y aura pas d'Ocean Race. Je ferais la même chose, essayer de naviguer le plus possible de en regrouper équipage, du talent à bord qui m'aide à comprendre le bateau. Et alors, ce bateau, il a été conçu avec le cabinet d'architectes VPLP. Il a des choix architecturaux très marqués. C'est des choix qui ont été faits justement parce qu'il y a ce double challenge du solitaire et de l'équipage. Explique-nous. Pas du tout. Pas du tout. C'est un bateau fait pour le Vendée Globe. Au moment de la conception du bateau, on avait ce rêve de faire The Ocean Race, mais ce n'était pas du tout sûr que ça se passe. Donc c'était beaucoup trop risqué de se dire on va faire des compromis pour The Ocean Race. Machin. Zéro compromis. C'est pour le solo, c'est pour le solo, Vendée c'est pour le Vendée Globe. La grande cabine sur laquelle on est assis, elle est uniquement pour la jauge de la classe IMOCA. Si le bateau se retourne à 180 dans le modèle de la jauge, etc., les règles qu'on doit passer, ça rend le bateau plus simple à jauger, plus facile à retourner, à redresser. Donc, après, on profite en équipage d'avoir un énorme pavillon à l'arrière du bateau. Et alors, ce sera évidemment la grande attraction avec d'autres foilers. Alors, les foilers neufs, ceux qui seront sur ce défi, ils ont été conçus essentiellement par Samuel Manuard et Guillaume Verdier. Quel regard tu portes sur tes concurrents, sur leur bateau? Et puis, quels sont tes objectifs ici sur ce défi?
Alors j'ai beaucoup de respect pour mes concurrents et je trouve ça la grande richesse de la classe IMOCA. C'est une classe open avec des prototypes et c'est fascinant pour le grand public. Pour moi, c'est très fascinant. Je passe tous les soirs en vélo sur le ponton. Je regarde les petites astuces que je peux voir sur les autres bateaux. Et c'est passionnant de voir en Charal, qui est 1 mètre moins étroit que le nôtre, voir Initiative Cœur qui a des foils très différents, le cockpit très différent. Donc on a vraiment des bateaux qui font la même longueur, mais après, à part ça, ils sont complètement différents. Donc, ça va être déjà très intéressant demain et les prochains jours de voir à peu près comment ça se passe. On est très jeune avec le bateau, donc je ne m'attends pas que là on va s'exprimer énormément. On va continuer à apprendre le bateau. Pareil pour les voisins qui ont des bateaux neufs, donc on reste très modeste et très curieux sur ce course. Et ça va être aussi une fête maritime pour avec nous. Avec des partenaires qui vont venir partenaires naviguer. Viennent. C'est la première occasion en équipage pour nous de courir. Donc on est très heureux d'être là. Un dernier mot sur cette campagne A Race We Must Win. Donc il y a un vrai projet aussi en faveur de l'océan, de la préservation des océans avec la fondation du Prince Albert II de Monaco et un vrai projet éducatif, pédagogique, océanographique. Parle-nous de cet engagement justement. Oui, tu viens le nommer, on est très curieux dans plein de sens. Donc on s'intéresse à la fois à l'éducation parce que ma femme elle est professeure à l'école, mes parents ont été professeurs, donc on a un peu ça dans nous, on veut... éduquer la jeunesse. On a vu pendant d'autres courses que les jeunes, les enfants, ça les fascine, suivre en bateau et voir la compétition et en aventurier, en sportif professionnel, en scientifique. Donc rencontrer ces gens-là, communiquer avec nous, c'est riche pour les enfants et de ça, on a développé pendant les années un programme éducatif qui est très important pour le programme. Et on a une collaboration avec des océanographes. Et ils sont très appréciatifs, comment tu dis, pour qu'on... Ils apprécient beaucoup. Ils apprécient qu'on récolte des données du taux de CO2 dans les océans. C'est une valeur difficile à trouver de manière précise. Il y a beaucoup d'estimations, mais nous, on donne une trace, d'ailleurs, la trace la plus longue jamais captée de ces données-là. Et ça aide vraiment tout le système scientifique entre le réchauffement climatique, le réchauffement des océans, le taux de CO2 qui augmente dans les océans, qui acidifie les océans et tout ça. Ça nous permet aussi de rentrer dans le débat autour du réchauffement climatique, les actions. Avec ce parallèle, finalement, c'est aussi cette course-là qu'on doit gagner contre le réchauffement climatique. Et on a 7 partenaires, on a des gros boîtes qui sont très touchés par ça. Il faut qu'eux tous ils changent et le chemin est long et le débat est passionné et ça c'est une course que nous concerne tous. Donc il y a cette connexion entre le gros défi pour nous tous et le petit défi pour moi tout seul pendant le Vendée Globe et ouais, on utilise cette image-là. Ouais. Et c'est une très belle initiative et un très beau projet. On te suivra évidemment sur ce défi Azimut. Bonne chance, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup Boris. Il y a un autre foiler qui fait l'attraction, c'est Charal 2 avec Jérémy Bayou, un cadre de la classe IMOCA qu'on ne présente plus, triple vainqueur de la solitaire du Figaro. On va le retrouver avec Gilbert Dréan. Bonjour Jérémy. Bonjour Gilbert. Dis donc, ça s'active sur ce bateau, on dirait un paddock de Formule 1 automobile avant le départ d'un Grand Prix. Ah, c'est un petit peu ça, écoute, il y a un peu de choses, il y a des choses à finir, parce que c'est quand même un bateau qui est tout neuf, donc il y a quelques petites choses qui n'étaient pas finies à la mise à l'eau. Et puis il y a déjà des choses qu'on est en train de refaire, parce qu'on commence à avoir beaucoup navigué, donc effectivement il y a pas mal de monde qui s'active. Ouais. Alors, vous avez poussé loin l'innovation sur ce bateau conçu par Samuel Manard, mélange du Charal numéro 1 et de l'ex-Occitane d'Armel Tripon qui avait été lancé pour le Vendée Globe. Comment en êtes-vous arrivé à cette carène très typée, très étroite et très spatulée aussi? Bon, c'est vraiment c'est l'idée de Sam en fait, c'est des carènes qu'il a déjà explorées sur les Mini, sur des classes 40, donc il connaît les caractéristiques de ces carènes et on voulait déjà essayer ça, de simuler ça sur le papier pour un IMOCA. On avait vu avec l'Occitane que ça avait l'air de bien fonctionner. Donc on a comparé ça avec les chiffres qu'on avait de Charal 1. On a vu qu'effectivement c'est une carène qui pouvait marcher très fort. Et voilà, après tout le boulot ça a été d'adapter les appendices, notamment la largeur de coque à cette idée de carène spatulée qui existe mais sans foil. Alors tu viens de faire ton parcours de qualification pour la route du Rhum, un parcours de 1200 milles, assez vanté je crois. Qu'est-ce que tu retires comme enseignement de cette navigation en solo?
Déjà que c'est accompli, que depuis la mise à l'eau on n'a pas chômé, et que c'est vrai que de mettre à l'eau, de faire les premières naves, de naviguer dans la brise, de faire sa qualif, de faire le baptême du bateau la semaine dernière, c'est plein de petites cases qui a à cocher. Très bouquet. Avant la route du Rhum il faut faire ça, donc quand c'est fait c'est des bonnes choses de fait. Et puis effectivement j'ai eu de bonnes conditions pour la faire, quasiment tout le temps entre 15 et 25 nœuds de vent. Donc ça a été plutôt rapide, et ça a été rapide parce que j'ai vu que le bateau on avait sous le pied, donc voilà, il y a un gros potentiel que je ne suis pas encore capable d'exploiter tout le temps parce qu'il faut que je trouve les bons réglages et les bons repères, mais voilà, en tout cas le début est plutôt hyper encourageant. Alors ce défi Azimut, il va être ta première course, la première occasion vraiment de te confronter à la concurrence en solitaire. Qu'est-ce que tu attends un petit peu de ce banc d'essai? Voilà, il y a l'excitation de renaviguer, de régater de nouveau en fait. Même si j'ai fait toute l'avant-saison sur Charal 1 qui est le nouveau Teamwork. Je ne suis pas en manque de compétition, mais c'est toujours sympa de faire la première compète avec ton nouveau bateau. D'autant plus qu'on n'a pas croisé du tout de bateau en mer. On a essayé de se caler avec Teamwork et on était tout le temps un petit peu en retard, donc on n'a pas réussi. On a navigué tout seul là, depuis la mise à l'eau du bateau. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à enchaîner le parcours complet sans avoir trop à ralentir ou à m'arrêter pour faire une bricole, voilà. Si jamais il y a 2-3 trucs qui ne vont pas à bord. C'est vraiment enchaîner le parcours, c'est vraiment l'objectif. Après, il y a 25 bateaux. Donc j'imagine qu'il y aura quand même un ou deux bateaux autour et on verra lesquels. Bien sûr, il y a des concurrents. Là, on se Il y a compare. des concurrents que tu connais bien qui sont très affûtés à la barre de bateaux aboutis. On pense à Thomas Ruyant sur le Liquid Out, à Charlie Dalin sur Apivia. Toi, tu vas capitaliser un peu sur tes premières navigations qui sont quand même prometteuses. Mais est-ce que par exemple la grande course en solo, c'est important pour la confiance avant une route du Rhum? Ouais, je crois que c'est un bon format en fait. On peut vraiment tirer sur le bonhomme, ça dure que 48 heures. Encore une fois, comme c'est un format court, les bateaux sont normalement pas trop espacés. On va avoir des conditions qui sont plutôt maniables, donc il ne devrait pas y avoir de gros écarts, de grosses options météo. Donc il y a toujours du monde à côté. Voilà, c'est vraiment un format intéressant, mais voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai tout de suite trouvé mes repères en solitaire sur le bateau. Il y a quand même notamment l'aménagement du cockpit qui est très proche de celui de Charalin, donc voilà, là-dessus je me suis vite mis en ordre de marche. Maintenant, ma problématique, c'est d'arriver à trouver les bons réglages tout le temps sur ce bateau-là, d'oublier un petit peu les réglages que je connaissais par cœur sur Charalin, parce que c'est un bateau qui est très différent, et d'arriver à enchaîner ça sur 48 très heures. différentes. Ouais, c'est très différent. Il faut vraiment oublier la façon de naviguer de Charal 1. Donc, voilà, j'ai mon petit bloc-notes, je prends les notes, et puis la fois d'après, j'ai enregistré, mais de but en blanc, j'ai pas forcément les bons repères, les bonnes réactions tout de suite, donc il va me falloir un petit peu de temps quand même. Voilà, on imagine que l'idée c'est de faire une course assez fluide et encourageante. On sait aussi que la dangerosité de ces bateaux, leur brutalité, c'est quand même un vrai sujet. Tu l'as éprouvé durant tes Vendée Globe. Est-ce que vous avez trouvé les moyens de le rendre sinon plus confortable, au moins plus vivable? Ça c'est difficile, c'est une question difficile. Le problème c'est qu'on veut toujours aller plus vite et la vitesse fait que les impacts sont plus violents, que les décélérations sont plus violentes. Donc ouais, il y a des petits aménagements d'ergonomie, des petites astuces personnelles je dirais, mais dans l'ensemble non, ça s'est plutôt empiré qu'amélioré. Voilà, je pense que c'est le tribut à payer pour aller vite et gagner des courses. Je crois qu'on en est tous là aujourd'hui. C'est des bateaux qui sont violents, qui ne sont pas tout le temps très drôles. Mais après, voilà, si ça va vite et qu'à la fin il y a un bon résultat qui sort, c'est ça qu'on retient. Voilà, ce qui exige sans doute justement une préparation physique, mais on le sait que tu es très pointu dans ce domaine, et mentale. On te souhaite un beau défi. Derrière toi, il y a un petit bateau que tu connais. Ah ouais, qu'il va falloir suivre hein, parce qu'il va bien et puis Justine a trouvé les bons repères aussi rapidement. Donc voilà. Ouais. Merci Jérémy. Merci. Et oui, Justine Métro qui a réalisé un très joli coup en s'emparant de ce Charalin, un bateau très prisé, rebaptisé aux couleurs de Teamwork. Et si Jérémy dit qu'elle a trouvé les bons réglages, c'est qu'il l'accompagne dans la prise en main de cette superbe machine avec laquelle elle a un programme dense et ambitieux. On va retrouver Gilbert en sa compagnie. Bonjour Justine. Bonjour Gilbert.
Alors Justine, ça fait déjà 10 ans que cette belle histoire entre Teamwork, ton partenaire et toi dure, c'est depuis la Mini Transat 2013, mais cette fois vraiment vous changez de dimension, c'est un sacré défi pour toi. Bah oui, c'est sûr que ça fait une bonne marche de progression entre le Figaro 3 qui était notre dernier projet ensemble avec Teamwork et puis de commencer là sur un programme solitaire en IMOCA. Donc ça fait une grosse étape, mais j'ai l'impression que pour eux et pour moi, c'est un peu l'aboutissement de ces 10 dernières années où eux, ils ont grandi en tant qu'entreprise. Moi, j'ai pu progresser et grandir en tant que marin aussi, gagner de l'expérience. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'était le bon moment pour eux et pour moi, le bon moment dans nos carrières respectives pour que ça démarre un projet comme ça. Alors le défi Azimut va être ta première course, en fait, ta première confrontation avec la concurrence. Est-ce qu'il y a un peu de stress, un peu de pression? C'est sûr qu'il va y avoir un peu de pression, je pense, avant le départ. Heureusement, les conditions elles s'annoncent plutôt clémentes, plutôt favorables, plutôt du médium pour la course. Donc c'est vrai que ça enlève un petit peu d'appréhension. On dit qu'on ne part pas direct dans le gros dur du sujet. Et puis j'ai quand même eu la chance de me confronter déjà un peu à la concurrence il y a 2 semaines à Port-la-Forêt, de faire déjà quelques départs en solitaire, etc. en stage. Donc ça permet aussi déjà de dégrossir encore un peu, de prendre un départ avec une dizaine de bateaux autour, etc. Donc je sais que ça c'était important de le faire aussi, même si ça reste une toute petite expérience. C'est sûr que pour l'instant, le bateau, nous on l'a mis à l'eau toute fin juillet. Donc ça fait 1 mois et demi aujourd'hui qu'on navigue, donc ça reste une préparation assez courte pour le défi Azimut et pour la route du Rhum qui viendra après. Alors justement, voilà, en novembre se profile la route du Rhum, qui est une transat mythique, mais cela fait déjà un moment que tu as fait ta qualification de 1200 000 sur ce bateau, ce qui signifie que tu as navigué assez tôt au-dessus, tu en as pris la mesure, et quel va être un peu ton objectif sur cette route du Rhum? Oui, alors c'est sûr que j'ai eu la chance de naviguer au mois de mars avec Jérémy quand ils ont mis le bateau à l'eau et qu'ils ont fait leur première navigation technique, navigation en équipage. Et puis j'ai pu faire ma qualification début avril dans la foulée. Donc c'était bien de pouvoir faire tout ça à ce moment-là. Et puis la route du Rhum, je pense qu'on verra déjà le défi Azimut, comment ça se passe. Ça va être une première manière de se jauger, de voir où sont les progrès à faire, de se fixer les nouveaux objectifs pour la route du Rhum. C'est sûr que sur la route du Rhum, il y a une question de qualification pour le Vendée qui est quand même assez importante parce qu'il faut avoir fini une grande course en solitaire. Et puis après, j'ai envie surtout de continuer à prendre de l'expérience sur le bateau, et de continuer à trouver mes marques et puis de pouvoir me sentir de plus en plus à l'aise sur le bateau et de le prendre de plus en plus en main. Je pense que de pouvoir faire environ 12 jours de traversée sur le Rhum, ça va être encore un bon dégrossissage pour moi. Voilà, justement, tu l'as dit, la route du Rhum, c'est une étape vers le Vendée Globe, qui est un peu quand même un Everest en solitaire. Tu y penses depuis un moment à ce Vendée Globe, c'est le bon moment? Oui, c'est sûr que j'y pense depuis un moment, que j'ai essayé de faire aussi l'édition précédente. Au final, ça n'avait pas fonctionné, mais je n'ai pas vraiment de regrets là-dessus. Au final, j'ai pu participer à d'autres projets qui étaient vraiment chouettes, dont le projet avec Eleven Hour Racing, avec qui je suis toujours impliquée aujourd'hui. Et c'est vraiment un projet qui m'a permis de gagner beaucoup d'expérience. C'est une équipe, un projet qui me tient à cœur, donc je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça. Et puis justement d'avoir pu acquérir un peu d'expérience avec eux en IMOCA, ça me permet aujourd'hui, je pense, de me sentir plus facilement à ma place sur ces projets-là que ce que j'aurais été sans cette expérience-là. Tu alternes le solitaire et l'équipage avec bonheur, une petite préférence pour... Non, justement, je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas de préférence. Je trouve que les deux se complètent bien. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux, justement. Et je pense que l'un et l'autre m'apportent pour l'autre. Donc, je suis vraiment super contente de pouvoir faire ça. Et j'aime le solitaire pour la polyvalence que ça demande. Et j'apprécie aussi vraiment l'équipage pour ce qu'on peut construire ensemble. Je trouve que c'est quelque chose de chouette aussi. Et je suis vraiment contente de pouvoir continuer à naviguer en équipage aussi. Merci Justine. Merci à toi. Cette classe IMOCA est riche de projets et de personnages différents. À 30 ans, Guirec Soudé, un breton têtu des Côtes d'Armor, a déjà multiplié les aventures à la voile et à l'aviron. Mais en 2022, il a décidé de se lancer un nouveau challenge sur le circuit IMOCA avec en ligne de mire le Vendée Globe en 2024. On retrouve Virginie avec Guirec, un personnage sympathique, atypique, à bord de freelance.com. Salut Guirec. Ça va? Où est-ce qu'on s'installe alors? Eh ben où vous voulez hein. Merci de nous accueillir sur ton bateau, on est bien, là il fait beau, il y a du vent. Il y a une belle fête qui s'annonce. Alors toi on t'a découvert en fait
sur ton tour du monde par les deux pôles. Tu avais 21 ans. Ensuite, tu as fait ce fameux challenge, là, cet exploit de faire une double traversée de l'Atlantique à la rame. Et puis, tu as décidé de racheter l'ancien bateau de Benjamin Dutreux pour aller sur la route du Rhum et ensuite le Vendée Globe en 2024. Comment tu t'es décidé à aller sur le circuit? C'est quand même un sacré challenge. Ouais, J'ai compris que tu aimais les challenges, mais... Non, mais c'est sûr, en effet, c'est un gros challenge. Écoute, moi, le Vendée Globe, c'est une course que je suis depuis tout petit. Ça m'a toujours fait Ça a rêver. toujours été un rêve. Ouais, ça a toujours été un rêve en fait. C'était un rêve à suivre, tu vois, vraiment beaucoup d'admiration. Après, se dire qu'un jour j'y serais peut-être, non, franchement, je n'avais pas cette prétention vraiment de pouvoir penser à ça. Et c'est vrai que les choses se sont faites assez naturellement au final. Donc j'ai fait ma première aventure où je suis parti en effet pendant 5 ans en faisant un tour du monde du pôle Nord au pôle Sud avec ma petite poule Monique. On va parler. Ouais. Et c'est vrai que la mer, c'est un élément que j'aime beaucoup. Le bateau, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Après, le problème, c'était que sur mon ancien bateau, j'allais pas très vite. Et c'est vrai que de se dire que tu peux naviguer sur un bateau de course aussi rapide que celui-là, c'est assez dingue. Et de se dire que tu peux faire un tour du monde vraiment par les 3 caps sans escale. Et je me suis dit que ça, c'était sûrement quelque chose qui était vraiment adapté à ce que je pouvais avoir envie de faire, quoi. Et ça, après, c'est des rencontres qui font que tu viens sur le circuit IMOCA, que tu rachètes ce bateau? Des rencontres, ouais. Alors des rencontres, ça c'est sûr qu'on en a fait beaucoup et souvent des très belles. Et je pense surtout à Éric Dumont que j'ai rencontré dans les Caraïbes quand j'avais fait mon escale à Saint-Barthélemy. Et Éric Dumont, lui, donc grand navigateur, qui a traversé, je sais pas, 50, 60 fois l'Atlantique. Et il avait fait au moins 2 Vendée Globe. Et c'est sûr qu'il m'a raconté toutes ces histoires. Et ça m'a donné vachement envie. Et il m'a dit, je pense que le Vendée Globe est quelque chose qui est sûrement fait pour toi, Guirec. Il faut vraiment que tu y ailles. Et j'ai dit, mais non, mais sérieux, t'es sûr quoi? Enfin, ça me paraissait vraiment inaccessible. Et c'est vrai que ça m'est resté dans la tête. J'avais vachement suivi du coup le Vendée Globe 2016. Et en me disant que je voulais vraiment être sur le prochain. Chose que j'ai pas pu faire parce que je venais juste de rentrer de mon tour du monde et que voilà, il fallait vraiment faire les choses dans l'ordre. Et voilà, c'est resté dans un coin de ma tête, ça n'a pas voulu sortir. Et voilà, je pars du principe que voilà, quand tu as envie de faire quelque chose dans la vie, faut s'en donner les moyens. Et donc voilà, j'y suis allé. Aujourd'hui, on est là, on a un super bateau, on a un super partenaire qui s'appelle freelance.com, une super équipe avec un coach qui est très renommé dans le milieu, qui est Sébastien Ondigan, et qui m'apprend tous les secrets de l'IMOCA, parce que, autant vous dire... Un apprentissage accéléré. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a du boulot, quoi. Alors, tu n'as pas un parcours classique, tu es en phase d'apprentissage sur ce bateau. Et justement, comment tu te sens? Tu as fait quand même une superbe 6e place sur la Vendée Arctique, c'est prometteur. C'est prometteur, j'ai eu beaucoup de chance. Après, les conditions étaient réunies. Après, il y a plein de paramètres qui font que ça s'est bien passé. Après, moi, j'ai tout à apprendre sur ce bateau. J'ai encore très peu navigué. Par contre, comme je disais, je suis très bien entouré, je suis très motivé. J'ai vraiment envie d'apprendre. Je me sens très à l'aise. Et voilà, j'aime faire que ce bateau peut vraiment marcher très bien, quoi. Et c'est ça qui me plaît, quoi. Justement, j'allais te parler de tes objectifs sur ce défi. Et puis, à Pointe-à-Pitre, donc là, la route du Rhum, c'est dans moins de 2 mois. Quels sont tes objectifs sur cette transat? L'objectif, avant tout, c'est de prendre du plaisir, ça c'est sûr. C'est de continuer à progresser, c'est de ramener le bateau. Et après, évidemment, moi, je vais essayer de tirer tout ce que je peux du bateau, parce que j'ai quand même un esprit de compétiteur, même si j'avais jamais fait des régates avant sur des voiliers. J'en ai fait plus jeune sur des planches à voile, et j'aimais bien ça. Donc là, c'est cool. L'idée, ça va être d'être ensemble avec les partenaires, avec les autres skippers, pour pouvoir se challenger, voir tous les nouveaux bateaux qui arrivent aussi, et de passer du bon temps, quoi. Merci beaucoup. Guirec, un petit mot de ta poule Monique, on en parlait hier. Ouais. Elle n'est pas à bord? Non, là, aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas à bord. T'as Non, une petite photo, t'as un petit quelque chose quand même? Ouais, des photos, j'en ai plein, bien évidemment, quoi. Monique, elle est... Parce que c'est une star, 140 000 fans sur les réseaux sociaux quand même. Ouais, j'ai pas fait le calcul, mais c'est sûr que Monique est bien plus célèbre que moi. C'est pour ça que d'ailleurs, je l'emmène pas à chaque fois, parce qu'elle a tendance à me piquer la vedette, c'est un peu ça le problème. Trop de photos, ouais. Mais Monique, Monique est toujours là. Mais c'est vrai que sur ce genre de bateau, c'est quand même pas très confortable. Elle se ferait un petit peu secouer, ce serait C'est des ça. œufs brouillés. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Ça marche. Bon, merci beaucoup, Donc, Guirec, voilà. on te souhaite le meilleur sur ce défi. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir, merci beaucoup. Ouais. Bye. Ce café touche à sa fin. Un petit mot tout de même sur l'actualité voile, toujours aussi soutenue en ce moment. Après le baisser de rideau sur la solitaire du Figaro qui a vu la victoire de Tom Laperche, le golfe de Saint-Tropez accueillait ce week-end une étape du Sail GP.
Le bateau français barré par le Vantec Quentin de la Pierre a flirté avec les 100 km/h à la voile. En effet, les Français ont été flashés à 53,96 nœuds. Ça décoiffe. Alors on n'est pas allé aussi vite en rade de l'Orient cette semaine, mais les runs de vitesse en équipage ont offert de très jolis vols. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, venez ici à Lorient, saluer les skippers, admirer ces superbes bateaux. Ce sera aussi l'occasion d'aller faire un tour à la Cité de la Voile Éric Tabarly. Et si vous aimez les sensations fortes, d'essayer la fameuse tyrolienne. Nous on se retrouve dans 3 semaines avec un skipper, une légende qui fait son retour sur la route du Rhum. C'est Philippe Poupon. Bye bye. Bye bye.